Poursuite du séjour du président de la République à Singapour, visite guidée et séance de travail étaient hier au programme. Cérémonie de lancement ce matin du projet Agir pour la planification familiale, un projet qui sera exécuté dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Niger, pour une enveloppe globale de plus de 14 milliards de francs CFA. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Poursuivant sa visite de travail et d'amitié en République de Singapour, le président de la République, Issoufou Mamadou, a effectué une série de visites, notamment au niveau des grandes sociétés et instituts de formation du pays. Hamani Seni, James Didi. Changi Airport Group, gestionnaire le plus primé des aéroports dans le monde, avec 450 récompenses pour la qualité de son service, a constitué la première étape de cette série de visites dans cette société aéroportière détenue par le ministère des Finances singapourienne, mais régie comme une entité commerciale, gérée par un conseil d'administration qui a fait la présentation impressionnante sur toutes les prestations du groupe en matière d'investissement dans les aéroports, ainsi que la fourniture de services de conseil et la gestion des aéroports. Cette société, qui dispose de 3 terminaux et un 4e en construction, accueille 110 compagnies aériennes desservant 250 villes, 51 millions de passagers par an dans 60 pays. Ainsi, au sortir de ces échanges fructueux et prometteurs avec ce groupe, le président de la République a félicité les dirigeants de cette société et a instruit les ministres des Transports présents à cette rencontre de créer un cadre formel avec cette société pour son expertise et appuyer le Niger à renouveler et moderniser ses aéroports de Niamey, Agadez et l'aérodrome de Zander. La seconde visite, toujours dans la matinée du mardi 21 janvier 2014, le président de la République l'a consacré à l'Institut d'éducation technique Litué, un institut postsecondaire créé en 1992 sous la tutelle du ministère de l'Éducation et accueille aujourd'hui 26 000 élèves répartis dans 3 grandes écoles spécialisées dans le domaine de l'ingénierie, les sciences chimiques et de la vie, les services de santé, la technologie aérospatiale, les médias, la technologie automobile. La présente rencontre a été très intéressante. Le président de la République s'est dit réjoui de la renommée de cet institut et dont la mission cadre parfaitement avec son programme pour la promotion de l'enseignement cycle base, programme qui vise comme objectif d'orienter 60% des élèves vers l'enseignement professionnel de qualité d'ici 2016. Cette réunion a été également marquée par la signature d'un protocole d'accord pour appuyer et renforcer la politique de l'enseignement professionnel en faveur de la jeunesse nigérienne. Dans l'après-midi, la célèbre société qui est la clé de réussite de la ville de Singapour en matière d'urbanisation et de gestion des villes, Sirbana, a constitué la dernière étape du périple. Constituée en société en 2003, Sirbana est une entreprise de conseil offrant des solutions intégrées comprenant l'architecture, l'ingénierie, le métrage, la gestion du projet de construction, la planification urbaine, le développement des technologies et la gestion des villes. Avec plus de 50 ans d'expérience et qui a fait ses preuves dans 90 villes réparties entre 30 pays, cette société a réussi de nombreuses distinctions dont le prestigieux prix mondial de l'habitat et le prix d'excellence. À ce titre, le président de la République, dans le cadre de son ambitieux programme Niamey Yala, a suivi avec un grand intérêt l'exposé des responsables de cette prestigieuse société de planification urbaine et il a instruit sur le champ le ministre de l'Urbanisme présent à cette rencontre pour formaliser la coopération d'ici la fin de la mission. Les responsables de la société ont offert des cadeaux de livres pour encourager le président de la République dans son ambition. Une visite guidée dans le centre-ville, dans des quartiers en chantier, des immeubles sociaux, la traversée des tunnels a agrémenté la fin de cette série de visites. La première dame, Haja Aissata Issoufou, se trouve depuis hier dans la région de Difa, accompagnée d'une forte délégation. La première dame était hier après-midi dans le département de Bosso, où elle a fait don d'une importante quantité de vivres aux populations vulnérables de la localité. Le compte-rendu de Sadi Sanda et Abdraman Mazou. Comme dit l'adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La première dame du Niger a décidé de consacrer la première étape des visites qu'elle a prévu d'effectuer dans les différentes régions du pays à Difa, la capitale du Manga, sa région natale. Le déplacement de la première dame, Haja Aissata Issoufou, témoigne sa détermination à œuvrer aux côtés des personnes démunies et vulnérables à travers l'amélioration de la santé des populations,
notamment celle des femmes et des enfants, l'éducation dans l'accélération de la scolarisation des filles et l'autonomisation des femmes, surtout celles du milieu rural, qui occupent une place de choix dans le programme de renaissance des autorités de la 7e République. La première dame est à Difa pour s'enquérir des conditions de vie des groupes sociaux les plus vulnérables en vue de leur apporter aide et solidarité face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Après le CHR de Difa et l'école primaire de la même localité, Aïssata Issoufou et la délégation qui l'accompagne, dont l'épouse du Premier ministre, les membres du gouvernement et le gouverneur de la région Yacouba Soumana Gao, se sont rendus dans le département de Bosso, situé à 5 km de Difa. Dans la commune rurale de Toumour, à 21 km, un arrêt a été observé par la délégation qui a reçu un accueil empreint de chaleur de la part du chef du groupement Peul. À Bosso, un accueil chaleureux a été réservé à la première dame et le maire a souhaité la bienvenue au nom des populations. La présidente de la Fondation Gourivi Meilleur a offert un important don de vivres aux déplacés et aux réfugiés victimes des violences des pays voisins. Le don est composé de plusieurs tonnes de riz, des tonnes de sucre et des cartons d'huile végétale. Pour les bénéficiaires, ces dons tombent à point nommé. Notons que des produits agro-silvopastoraux de l'initiative 3N ont été présentés à la première dame Hadja Aïssata Issoufou et sa délégation. Toujours à Bosso, la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur a fait don de plusieurs machines à coudre au groupement des femmes ainsi qu'une enveloppe symbolique, une manière de les accompagner à exercer le petit commerce dans le cadre des activités génératrices de revenus. Ça fait partie de l'artisanat, de les aider avec des machines à coudre pour que les femmes apprennent elles-mêmes à coudre et à faire la promotion justement de l'utilisation de Avant de quitter Bosso, la première dame Aïssata Issoufou s'est rendue au palais du chef pour présenter ses condoléances à la famille du défunt chef de canton de Bosso, Feu Kachella Abakaka, rappelé à Dieu le 5 septembre 2013. Poursuivons donc sa tournée dans la région de Difa. La première dame, Hadja Aïssata Issoufou, est arrivée ce matin à Ménisoroa. Abdraman Boukari, Abdraman Mazou. Au deuxième jour de sa tournée de travail dans la région de Difa, la première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, est présidente de la Fondation Gourivi Meilleur qui voyage à la tête d'une forte délégation composée de l'épouse du Premier ministre, de la directrice de cabinet adjointe en second du président de la République, Mme Ousseini Adiza, des membres du gouvernement, de l'épouse du ministre des Affaires étrangères et celle du ministre de l'Élevage, ainsi que de nombreuses hautes personnalités qui l'accompagnent dans ce déplacement, était ce matin à Mainesoroa, où Hadja Aïssata Issoufou a reçu un accueil empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du Manga. Le meeting qui s'en est suivi a été l'occasion pour les autorités communales et coutumières de Mainesoroa de saluer une fois de plus tous les multiples efforts consentis par la première dame Hadja Aïssata Issoufou en faveur de leurs administrés, notamment dans le domaine de l'appui aux sinistrés victimes des récentes inondations, de l'éducation et des groupements féminins, afin de leur permettre de mener plusieurs activités génératrices de revenus. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumana Gao, a également, au nom des populations de la région de Difa en général, celle de Mainesoroa en particulier, réitéré une fois de plus toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à la première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention au profit de la région de Difa, avant de l'exhorter à poursuivre avec le même élan pour accompagner le programme de la renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, qui vise de manière générale l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Très ému de la qualité de l'accueil réservé à elle et à sa délégation, Hadja Aïssata Issoufou a saisi cette opportunité pour magnifier une fois de plus tous ses remerciements aux populations de Mainesoroa pour cette forte mobilisation, avant de les rassurer de l'entière détermination et disponibilité constante de son institution à les appuyer dans toutes choses visant le bien-être, le développement, le progrès et la prospérité. Signalons que peu après ce meeting, la délégation s'est par la suite transportée au niveau du lycée et du collège de Mainesoroa, où la première dame Hadja Aïssata Issoufou est présidente de la Fondation Gourivi Meilleur,
a procédé à la remise officielle d'un important lot de matériel informatique composé des ordinateurs et d'imprimates à ces deux établissements scolaires. La Fondation Gouri Vie Meilleure œuvre pour tout ce qui va vers la recherche de l'excellence dans l'enseignement. Et d'autre part, la Fondation Gouri Vie Meilleure a un autre projet qui s'appelle Informatique pour tous. Donc, dans le cadre de ce projet, nous cherchons à équiper, comme nous le pouvons, un grand nombre de lycées et de collèges du Niger. Et pour la donation d'aujourd'hui, le partenaire qui nous a appuyé pour le cas du lycée, c'est la Fondation Orange et Orange Niger. Je profite de cette occasion pour les remercier de leur générosité, pour les remercier de leur disponibilité chaque fois que nous allons vers eux pour l'exécution de nos projets. Nous avons aussi deux tableaux numériques offerts par la coopération française à Orange Niger et nous profitons également pour remercier la coopération française pour ce geste. Donc je souhaite que les élèves fassent bon usage de cet outil parce que nous avons pour souci que chaque lycéen qui sort d'un lycée du Niger entre à l'université avec une connaissance de l'outil informatique. L'occasion donc pour la ministre des Enseignements secondaires, Madame Ali Beti Achatou Mani, de saluer ce don d'une utilité certaine pour ces établissements scolaires. C'est le lieu de remercier la Fondation Gouri et la Fondation Orange qui ont bien voulu en tout cas accompagner le programme de la Renaissance qui a un objectif bien précis, c'est lui, n'est-ce pas, d'encourager le projet numérique. Donc veuillez accepter ici toute notre reconnaissance et je suis convaincu que l'usage de ces outils sera d'une grande importance pour les élèves. Je voudrais profiter pour inviter les enfants, mais aussi les professeurs, pour un usage vraiment rationnel et avec beaucoup d'efficacité, mais de soin. Parce qu'on sait que les outils informatiques méritent vraiment un bon soin et il y a beaucoup de vent. Il faut vraiment prendre son cours pour qu'ils puissent aussi, n'est-ce pas, permettre à la génération future de tirer profit. Retenons que pour leur part, les responsables administratifs de ces établissements, tout comme le chef de zone Orange Niger qui accompagne ce projet, ainsi que les élèves, n'ont pas manqué de rassurer la première dame Hadja Aissata Issoufou de leur entière détermination à assurer la réussite de ce programme qui mérite d'être soutenu et encouragé. Notons par ailleurs qu'en marge de toutes ces activités, la première dame Hadja Aissata Issoufou, présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Maïnesroa, l'honorable Kachalla Abdougasso Kachallou Kachalla, à qui elle a déroulé le motif de son déplacement avant de lui transmettre toutes les salutations et félicitations du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. La première dame, Dr Malika Issoufou, a reçu ce matin les experts du projet Agir pour la planification familiale, conduit par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger. Cette délégation a tenu à rencontrer la première dame en sa qualité de marraine de lutte contre la fistule obstétricale et de la planification familiale au Niger. Il s'est agi en effet pour la délégation d'aller la féliciter pour les efforts inestimables consentis dans les différents domaines, mais aussi pour le plaidoyer qu'elle a mené et qui a permis l'aboutissement de ce projet qui porte sur une enveloppe de 29 millions de dollars, soit environ 14 milliards de francs CFA. Askou Jibrila, Mariam Dako. C'est pour réitérer sa reconnaissance vis-à-vis des efforts que la première dame, Dr Issoufou Malika, n'a cessé de déployer pour le bien-être familial que cette délégation du projet Agir pour la planification familiale a effectué ce déplacement en marge du lancement de ce projet au Niger. Cet entretien avec la marraine de la lutte contre la fistule obstétricale et de la planification familiale au Niger se veut ainsi un cadre pour la féliciter pour les multiples efforts consentis dans l'aboutissement du projet Agir pour la planification familiale. C'est un honneur pour nous que d'être reçus par la première dame, Dr Lala Malika Issoufou, qui est la
marraine de la promotion de la planification familiale au Niger. Elle est aussi médecin et elle a très bien compris l'enjeu démographique dans ce pays avec le taux de fertilité le plus élevé au monde et un taux de croissance démographique vraiment très très élevé et qui risque d'engloutir tous les efforts de développement. Maintenant, ce programme Agir PF, qui est financé par l'USAID, c'est un programme régional et je souligne qu'ici au Niger, nous agissons dans le strict respect de la culture nigérienne et de ses spécificités. Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects sensibles et nous tenons absolument à œuvrer dans le respect des sensibilités nigériennes. Dans le cadre du projet Agir PF, c'est un partenariat vraiment multiforme, je veux dire multisectoriel, parce qu'il touche non seulement la collaboration avec les leaders d'opinion, qu'ils soient leaders traditionnels, leaders élus, qu'ils soient leaders féminins, que ce soit les leaders des jeunes, les adolescents. Et c'est ce partenariat multiforme que nous voulons promouvoir dans ce projet. L'idée, c'est d'inspirer, d'informer, inspirer et motiver tous les acteurs pour contribuer au repositionnement de la planification familiale. La Première Dame a touché du doigt toute la problématique que cela représente en termes de poids démographique, en termes de poids économique, en termes de conséquences sociales pour la famille, pour les femmes, pour les enfants, tout le monde connaît, le Niger est le pays qui a le plus fort taux de mortalité maternelle. Et on a vu la fécondité et la croissance démographique qui n'est pas en adéquation avec la croissance économique pose véritablement un problème de développement. Ce projet contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant. Peu avant cette rencontre avec la Première Dame, la délégation des experts Agir pour la planification familiale était au Grand Hôtel de Niamey où elle a pris part au lancement du projet en question Agir pour la planification familiale. Cérémonie présidée par la ministre de la Santé par intérim, Dr Mekibi Kadijatou Dandobi, et dont l'objectif est de permettre une prise de décision volontaire et informée en ce qui concerne la planification familiale. Askou Jibrila, Mariam Dakou. Permettre aux femmes en âge de reproduction, à savoir celles dont l'âge varie entre 15 et 49 ans, d'exercer des choix informés dans la prise de décision en matière d'utilisation des contraceptives. C'est dans cet esprit que ce projet intitulé « Agir pour la planification familiale » est officiellement lancé. Ce projet d'une durée de 5 ans avec une enveloppe globale de 29 millions de dollars concerne 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Niger. Il vise ainsi à offrir des services de qualité aux femmes des zones urbaines et périurbaines de Niamey et de Maradi. Le projet Agir pour la planification familiale est un projet qui vise à appuyer la mise en œuvre du plan national de relance de la planification familiale que le gouvernement du Niger s'est donné au sortir de la conférence de Ouagadougou en 2011 qui portait sur l'urgence d'agir dans le domaine de la planification familiale. Le projet va couvrir les régions de Niamey et Maradi en milieu urbain et périurbain, qui sont des zones à forte densité de population et des zones où il y a des besoins non satisfaits qui sont assez considérables. La directrice santé du bureau régional de l'USAID, principal bailleur de fonds de ce projet, tout comme le vice-président du programme Engender Health, structure qui devra mettre en œuvre ce projet au niveau du Niger, ont respectivement notifié la pertinence de cette initiative. Quant au chargé d'affaires
de l'ambassade des États-Unis au Niger, il a salué l'engagement et la détermination de la marraine de la planification familiale et de la lutte contre la fistule obstétricale, la première dame Dr Issoufou Malika, dont les efforts ont permis l'aboutissement de ce projet au Niger. La ministre de la Santé, par intérim, s'est à son tour réjoui du lancement de ce projet au Niger qui contribuera à un rehaussement du taux de planification dans notre pays. Nous nous réjouissons beaucoup du soutien de l'USAID au ministère de la Santé à travers la mise en œuvre du partenariat de Ouagadougou. Nous souhaitons que les approches novatrices inscrites dans ce projet à travers l'expérience de Engender Elf seront élargies aux autres zones du pays, présentant encore d'importants besoins non satisfaits en matière de planification familiale. J'ai la ferme conviction que le plan d'action élaboré avec le ministère de la Santé publique sera mis en œuvre dans les meilleures conditions et les délais les plus brefs pour répondre aux besoins pressants des populations. Nous restons confiants avec Engender Elf comme agence de mise en œuvre, qui a toujours été un partenaire du Niger dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant à travers la lutte contre la fistule obstétricale, avec des résultats probants. Cela a été aussi possible grâce au soutien et aux efforts inlassables de Dr Issoufou Malika, marraine de la lutte contre la fistule obstétricale, qui a pu, à travers un fort plaidoyer, réussir le retour des programmes de Engender Elf au Niger. Signalons que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des objectifs opérationnels et des stratégies ayant montré leurs preuves seront déterminés. Sur un tout autre plan, la première session de la Cour d'assises de la Cour d'appel de Niamey pour l'année 2014 s'est ouverte ce matin sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Marou Amadou. Au total, 35 affaires seront traitées au cours de la session qui se tiendra du 21 janvier au 3 février 2014. Plus de précisions avec les principaux acteurs de la justice. La première session de la Cour d'assises de Niamey au titre de l'année 2014 vient d'être ouverte. Elle compte à son rôle 35 affaires. Nous les avons énumérées dans nos réquisitions tout à l'heure à l'audience. Nous avons 17 cas de viol à traiter, 7 cas de vol criminel, 3 cas d'incendie volontaire, 1 cas de détournement de deniers publics, 4 cas de meurtre et 3 cas de coups mortels. Je voudrais préciser que la session durera 2 semaines, soit du 21 janvier au 3 février 2014 inclus. Contrairement aux années précédentes, cette année, nous avons prévu de faire 2 sessions au regard de l'importance des affaires que nous avons en attente. Et nous avons également prévu de faire 2 sessions dans chaque ressort de la Cour d'appel de Niamey. Ces ressorts sont le ressort de Tillabéri, le ressort de Dosso, le ressort de Koni et le ressort de Tawa. Nous avons prévu de faire 2 sessions d'assises cette année dans chacun de ces ressorts que je viens de citer, pour en tout cas évacuer le maximum d'affaires qui sont en attente d'être jugées. Bon, en fait, la session, je ne dirais pas qu'elle a une particularité, sauf que il y a beaucoup de crimes de viol sur mineurs de moins de 13 ans. Et c'est un phénomène nouveau, surtout en centre urbain. Généralement, les viols, on les rencontre dans des dossiers qui nous viennent des juridictions départementales, où il y a quelques cas de viol qui sont commis en zone rurale. Mais aujourd'hui, le phénomène progresse beaucoup en centre urbain. À Niamey, on a au rôle 17 cas de viol sur mineurs. Donc je trouve quand même que c'est assez grave et ça dénote en tout cas un malaise qui ne peut être que social sur nos valeurs éducatives et tout, parce que ces viols sont commis pour la plupart par des jeunes
de 21 à 30 ans. Donc c'est une problématique qui, en tout cas, doit être analysée par les pouvoirs publics. Nous, notre rôle, c'est de les juger, mais les aspects préventifs, en tout cas, des commissions d'infraction, là, ce sont les pouvoirs publics qui doivent agir. Le barreau a eu à désigner une douzaine d'avocats, exactement 12 avocats, pour assister et défendre, et cela gratuitement, les accusés qui seront jugés au cours de cette session d'assises. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'accusés. Les 17 sont des cas de viol sur mineurs de moins de 13 ans. Comme je l'ai dit, j'attirais l'attention tout à l'heure donc des pouvoirs publics sur l'insécurité que vit la ville de Niamey. Donc, les avocats, nous sommes obligés de venir défendre, et ça on le fait gratuitement, c'est sans honoraire. Hein. Comme on dit, chaque fois que les avocats sont là, c'est pour prendre les sous. On va pendant 2 semaines, les douzaines d'avocats là seront là, à côté des magistrats, et ils vont assister et défendre gratuitement les accusés. C'est la première fois que je vois une affaire, un rôle d'assises avec 17 cas de viol. 17 cas de viol, c'est quand même beaucoup. La moitié des affaires de la ville de Niamey, c'est des affaires de viol. C'est très grave. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a procédé ce matin au centre de formation et de perfectionnement professionnel à la pose de la première pierre de la mise en exécution du programme NIJ 017, un projet de la coopération luxembourgeoise qui entre dans le cadre de l'appui au programme national de formation professionnelle et technique et d'insertion des jeunes sortants. C'était en présence de plusieurs autres invités. D'autres précisions avec Tahirou Hassan et Jibrila Namalka. Par ce geste, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Chebouda Inna, vient de donner le top départ des constructions du programme NIJ 017. Un programme qui prend en compte la construction de 10 centres de formation en développement communautaire, 2 centres de formation professionnelle et technique et 3 directions régionales pour un délai d'exécution de 8 mois pour les CFDC, 9 mois pour les directions régionales et 15 mois pour les CFPT. Toute chose que le conseiller technique principal du programme NIJ 017, Pierrec Le Guenec, a tenu à expliquer à l'assistance. Pour sa part, Élic Lampez, représentant du Bureau Afrique du ministère des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, a salué ce acte hautement symbolique et a par ailleurs réaffirmé l'attachement du Grand-Duché du Luxembourg au secteur de l'éducation à la formation professionnelle et technique. La formation professionnelle n'est pas une voie sans issue, elle n'est pas non plus une seconde chance. La formation professionnelle, elle doit être présentée aux jeunes nigériennes et nigériens comme la solution pour un avenir meilleur. Avenir meilleur pour soi dans la construction de sa propre vie, un avenir meilleur pour son pays à travers une économie qui se développe. Cette priorité majeure des autorités pour la formation professionnelle se traduit concrètement aujourd'hui par des très lourds investissements matériels et immatériels, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, car la formation professionnelle coûte cher. Cher en construction, cher en équipement, cher en matière d'œuvre et cher en formation continue des formateurs. L'investissement en formation professionnelle est donc un bien précieux qu'il faut choisir pour que plusieurs générations de jeunes puissent en bénéficier. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a, au nom du président de la République et celui du chef du gouvernement, salué les efforts combien importants des partenaires techniques et financiers en général et ceux de la coopération luxembourgeoise en particulier qui œuvrent pour le développement de ce sous-secteur conformément au programme de renaissance de son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou. Pour un budget de construction et d'équipement de plus de 6 milliards de francs CFA, plus de 4 milliards et demi seront consacrés aux constructions, dont 8,25% pour l'ensemble des études du contrôle et du suivi. Le problème des infrastructures de formation ou à caractère administratif a constitué des années durant une des préoccupations majeures au niveau du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel, où administrateurs et apprenants étaient en majorité dans des locaux défectueux ou d'emprunt. Et cela malgré les efforts de plus en plus soutenus de l'État. La construction de ces infrastructures, grâce au projet NIJ 017, de ces infrastructures qui seront équipées, permettra au sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel de répondre à des défis importants.
Le premier défi est celui lié à l'élargissement de la capacité d'accueil. Le deuxième défi résulte de la mise en œuvre du programme de formation professionnelle de qualité, du plan de développement économique et social, dont une des actions retenues porte sur la construction des centres et établissements d'enseignement professionnel et technique. Le troisième défi, enfin, est relatif au rôle que le sous-secteur de l'enseignement professionnel et technique est appelé à jouer dans le cadre du programme sectoriel d'éducation et de formation en termes de gestion de flux, surtout dans le contexte de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Notons par ailleurs que l'équipement d'ateliers dans le cadre de l'apprentissage par alternance avec l'appui financier de l'Union européenne pour un montant d'environ 400 millions de francs CFA sera pris en compte. Pour sa part, le ministre de l'Élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, est au terme de sa tournée dans la région de Difa. À Ungouti, dernière étape de sa mission, le ministre de l'Élevage a animé un point de presse résumé ici par Mohamed Ali et Abdourahmane Massou. Durant une dizaine de jours, la mission de supervision de la campagne de vaccination et de mise en œuvre du programme d'appui à la campagne pastorale 2013-2014, conduite par le ministre de l'Élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, et comprenant notamment les responsables administratifs et élus de la région, a sillonné une vingtaine de villes, villages et campements pour s'enquérir de la situation pastorale et échanger avec les populations sur les préoccupations de l'heure. De ces visites et entretiens avec les populations, il se dégage, sur le plan sanitaire du secteur, on note un démarrage effectif de la campagne de vaccination gratuite contre la PPCB, la PPR et la pastorolose de Kambili. Au total, après un mois de campagne, 32 équipes ont été mobilisées et déjà près de 200 000 bovins, 170 000 petits ruminants et 11 000 camélins ont été vaccinés. Aussi, des infestations massives de tiques sur toutes les espèces, surtout dans la partie ouest de la région, et des suspicions de fièvre afteuse, de clavellée, de variole caprine, de charbon bactérien et la mort chez les asins ont-ils été signalés. De ces visites et entretiens avec les populations, il se dégage un déficit fourrager sur l'ensemble des zones traversées. Sur le plan de l'hydraulique pastorale, on note un mauvais état de certains puits pastoraux et d'autres encore non encore réceptionnés, dont les populations ont émis des inquiétudes. Toutefois, la mission a noté avec satisfaction la bonne exécution de certains nouveaux puits pastoraux en cours d'exécution. Sur le plan alimentaire, les populations ont souligné des difficultés d'accès aux aliments pour bétail et pour l'alimentation humaine. Face à la situation, le ministère en charge de l'élevage a élaboré un programme d'appui dont l'objectif essentiel est de sécuriser les moyens de subsistance des éleveurs. Mais d'ores et déjà, des actions sont réalisées ou en cours de l'être dans les zones pastorales. Dans le cadre de la réalisation des infrastructures, 4 banques d'aliments bétail achevées, 4 parcs de couloirs de vaccination dont 3 sont achevés, 11 puits tous au stade de mise en eau, 5 puits réhabilités et 5 autres puits dont les marchés de fonçailles sont en cours d'approbation. Réhabilitation et clôture du bureau de l'élevage de Ngourti ou de Maria Bosso et la direction régionale, branchement au réseau de la Nigélec et de la SIN de la direction départementale de Ngourti. S'agissant des kits ménages et d'appui aux fermes privées, la région a bénéficié au cours de l'année de 960 têtes de caprins, 3 fermes bovines de production laitière pour un appui d'environ 35 millions de francs CFA, auquel un accompagnement en broyeur et aliments est prévu. Aussi, ces fermes bénéficient d'un appui du programme national d'amélioration génétique des bovins locaux. Une ferme avicole pour un appui de 17 millions afin d'améliorer les capacités d'intervention et d'encadrement. Mon département ministériel a mis à la disposition de la région de Difa 23 cadres nouvellement recrutés, 2 véhicules tout neufs tout-terrain et 8 motocross. La mission a également eu à échanger avec les populations sur les questions de sécurité des personnes et de leurs biens et encourager les populations afin de faciliter l'insertion de nos frères réfugiés. Lors des échanges avec la délégation ministérielle, les populations du Manga ont exprimé leur gratitude au président de la République, Issoufou Mahamadou, et au gouvernement dirigé par Brigitte Raffini pour toutes les actions ainsi réalisées à leur profit. La résilience aux impacts du climat à travers l'amélioration de la disponibilité, l'accès et l'usage de l'information
climatique, dialogue avec les usagers, c'est le thème au centre d'un atelier régional qu'organise le centre régional Agrimet en collaboration avec l'Institut international de recherche sur le climat et la société de l'Université de Columbia, USA, avec l'appui financier de l'USAID et le PNUD. L'ouverture officielle de cette rencontre qui durera 3 jours a été présidée par le directeur général par intérim du centre régional Agrimet, Mamadou Adamou Gérard Abdelaziz. L'Institut international de recherche sur le climat et la société IRI de l'Université de Columbia aux États-Unis d'Amérique, l'USAID et le PNUD accompagnent le centre régional Agrimet CRA dans l'organisation de cette rencontre qui regroupe les services météorologiques et les systèmes d'alerte précoce des pays membres du CILS et des organismes des bassins de la région. Il s'agit pour le CRA de permettre aux participants de comprendre et d'utiliser ces nouveaux outils, données et produits d'information et le concept de base de la variabilité et du changement climatique entre autres. Des phénomènes comme les inondations, les sécheresses, les attaques des ennemis des cultures, l'érosion côtière et la désertification accentuent la vulnérabilité des populations avec en particulier des crises alimentaires répétitives et la dégradation continue de l'environnement. C'est pourquoi le changement climatique doit être traité comme une priorité du développement. Cependant, la production des données de qualité, leur accessibilité et leur utilisation pour permettre une meilleure prise en charge de ce problème dans la planification du développement demeure insuffisante. Il est donc nécessaire de mettre un accent particulier sur le renforcement de la résilience aux impacts négatifs du climat en renforçant la disponibilité de l'information climatique pour la prise de décisions pertinentes à différents niveaux et donc très cruciale. C'est dans cette optique que le Centre régional Agrimet et l'IRI mènent actuellement en Afrique de l'Ouest des activités qui incluent 1. L'élaboration des produits pluviométriques décadaires qui tirent le meilleur profit des données mesurées au sol et des données satellitaires. 2. Le développement d'un service de cartographie en ligne installé au Centre régional Agrimet fournissant des outils conviviaux pour l'analyse, la visualisation et le téléchargement des produits d'information sur le climat. Cette première rencontre, qui prendra 3 jours, constitue le point de départ d'une série de réflexions sur les voies et moyens susceptibles d'améliorer la disponibilité, l'accès et l'usage de l'information climatique à l'endroit des usagers. Le chef d'état-major des armées est depuis ce matin à Maradi dans le cadre d'une mission de travail. Après un rapport général à la caserne militaire, le général Seyni Garba a visité le cantonnement et le stade municipal de Maradi. Le compte-rendu de Mamana Oumarou et Ibrahim Hasmissou. Dans cette mission, le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Seyni Garba, est accompagné du directeur central du génie militaire et des infrastructures, un représentant du bureau des opérations et du chargé de sa sécurité, chef de cabinet en même temps. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des visites périodiques au niveau des formations militaires. Il permet d'échanger par rapport à la vie de cette institution et évoquer notamment les grandes orientations dans le domaine de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le général Seyni Garba et sa délégation ont été accueillis à l'aérodrome de Maradi par le gouverneur de la région. Le détachement lui a présenté les honneurs militaires avant que tout ce beau monde se retrouve à la caserne militaire, bataillon d'intervention du commandement des opérations spéciales BICOS et le 123e escadron Belendé. Après une entrevue au poste de commandement, le général Seyni Garba a rencontré à la place d'armes officiers, sous-officiers, militaires du rang, gendarmes et forces de sécurité pour leur livrer des informations. Il a attiré l'attention des uns et des autres sur les dispositions à prendre face aux menaces terroristes de tout genre, car la sécurité intérieure et extérieure du pays est une condition essentielle du développement économique et social. Et compte tenu de la position de notre pays, a-t-il poursuivi, il fait face à une insécurité permanente, liée surtout à la grande criminalité, à savoir trafic d'armes, trafic de drogue, de cigarettes et même trafic humain. À tout cela s'ajoutent les vols à main armée, les braquages sur les axes routiers et autres banditismes urbains, des menaces qui sont imbriguées et à dimension internationale.
ces terroristes veulent faire fléchir le Niger par rapport à ses convictions ultimes. Il faut les contrecarrer. Pour y arriver, il vous faut renforcer la cohésion et l'harmonie entre vous et avec les populations pour lesquelles vous êtes là. Il vous faut renforcer la collaboration avec cette dernière, mais aussi avec les autorités locales. Appuyez-vous sur les renseignements et travaillez de manière concertée. Soyez vigilants et renforcez la sécurité autour de vous et au niveau des points sensibles. Cette accalmie relative ne doit pas vous faire oublier vos devoirs, a-t-il martelé. Le général Seyni a évoqué des formations en perspective dans un délai très proche. Des mesures pour lutter contre le terrorisme ont été dégagées et seront consignées dans un document guide qui sera mis à votre disposition. Le chef d'état-major des armées a aussi attiré leur attention sur certains comportements et sur le respect des lois de la République. À propos de la valorisation du point indiciaire pour la rémunération des militaires, le général Seyni a dit merci aux plus hautes autorités pour les efforts déployés pour l'amélioration des conditions de vie de nos hommes en tenue. Le gouverneur de la région a, pour sa part, dans un mot de chaleureuse bienvenue, félicité et encouragé nos militaires et agents de sécurité pour leur courage, leur abnégation, leur dévouement à relever les défis de l'insécurité. Il les a exhortés à doubler de vigilance et d'efforts. Le général Seyni Garba a ensuite visité la caserne. Pour le forage en panne, il a instruit une étude pour la construction d'un château de 10 à 15 mètres cubes. À l'infirmerie, qui connaît également des problèmes de médicaments et de matériel de travail, il a promis de faire ce qui est possible pour son fonctionnement normal avant de se rendre au stade municipal de Maradi où des éléments du génie militaire et une société hollandaise s'attellent à l'installation du gazon synthétique pour le terrain de football. Un gazon qui s'adapte très bien au climat selon les techniciens et dont les travaux qui ont commencé hier dureront environ 7 jours. Les génies militaires, lui, s'occupent des travaux de terrassement préalable, les caniveaux et l'aménagement. Le chef d'état-major des armées a poursuivi sa mission sur Zender. Depuis ce matin à Niamey, des travaux de la 4e session du comité de pilotage du programme NIGE 017. Cette session vise à appuyer le programme national de formation professionnelle et technique en vue de l'insertion des jeunes sortants. Hafsatou Mamadou, Baroukouba. Cette 4e session du comité de pilotage du programme NIGE 017 a regroupé les directeurs nationaux et régionaux et les représentants des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la formation professionnelle et technique au Niger. Le programme NIGE 017 s'inscrit dans une approche programme et exécuté par Lux Development et le ministère des enseignements professionnels et techniques. La formation professionnelle et technique, il faut le rappeler, occupe une place de choix dans le programme des autorités de la 7e République et l'insertion des jeunes à travers cette formation concourt au développement économique du pays. Le programme NIGE 17 accompagne le ministère dans la mise en œuvre de son plan d'action en alignant ses appuis à la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique et au regard de la préoccupation actuelle du gouvernement nigérien de faire de la formation professionnelle et technique et de l'insertion socio-économique des jeunes un levier important du développement du pays. Il nous semble donc indispensable, dans l'esprit de la politique sectorielle, de procéder à la formation d'une stratégie nationale de développement des compétences techniques et professionnelles pour rendre le sous-système de la formation professionnelle et technique cohérent, apte à assumer le rôle qui lui revient dans le développement du capital humain, mais également apte à répondre aux besoins de l'économie. Ce 4e comité de pilotage du programme NIGE 017 d'appui au programme national de formation professionnelle et technique et d'insertion des jeunes sortants est financé par le Grand-Duché de Luxembourg et l'Union européenne. Il permettra de faire le bilan des activités réalisées en 24 mois dans le cadre du dit programme. Pendant ces 24 mois d'exécution, 127 dossiers techniques, dont 49 dossiers d'acquisition de services, de biens et de travaux ont été produits par le ministère avec l'appui de la cellule d'appui technique du programme NIGE 017. C'est un bilan honorable qui explique un niveau d'engagement financier conséquent à mettre à l'actif de ces deux parties prenantes
en particulier d'un ministère qui a encore de grands besoins en renforcement de capacités pour assurer toutes ces missions. Plusieurs actions ont certes été réalisées, dont entre autres la construction des centres de formation et des foyers féminins. Beaucoup d'autres défis restent encore à relever, notamment le suivi de l'exécution et l'évaluation des actions du programme. L'ANAN, c'est l'Association nationale des albinos du Niger, une jeune association née de la volonté d'une jeune juriste du nom de Khadijatou Moumouni de défendre les droits des albinos au Niger. Cette association, la toute première dans notre pays, a tenu sa première assemblée générale suivie d'une visite dans des familles d'albinos. Récit de Seni Soumaïla Ibrahim. Troisième enfant d'une famille qui en compte 5. Ibrahim, les 17 ans révolus, est aussi le second fils albinos de la famille. Il a eu moins de chance que son aîné. Il fut contraint d'abandonner sa scolarité après le CM2 pour un problème de vue inhérent à l'albinisme. À l'école, je ne vois pas bien le tableau. Après le CM2, j'ai abandonné. Au début, c'était le franco-arabe. Par suite, j'ai vu que ça ne tenait pas, je l'ai amené à l'école francophone carrément. Ça ne tenait pas, donc finalement il a quitté l'école. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est qu'ils peuvent avoir un très bon niveau, avoir des diplômes, mais malheureusement on ne les accueille pas parce que ma fille est là, elle a ses diplômes, mais quand on lui demande de venir, dès qu'elle se présente, on voit que c'est une albinos, on lui dit non, il faut attendre. Il faut attendre, elle a toujours attendu jusqu'à présent. Avec un an de plus que Ibrahim, dans une autre famille moins nantie, Fourera, elle n'a jamais mis pied à l'école. Car pour ses parents, elle ne pouvait jamais émerger pour des difficultés d'ordre sanitaire et social. De tels exemples font malheureusement légion dans notre pays où l'albinisme reste méconnu. L'albinisme n'est pas, comme les gens le pensent, une malédiction. Et ce n'est pas né d'un fruit d'adultère entre un homme blanc et une femme africaine. C'est une maladie congénitale héréditaire qui se transmet selon le mode autosomique récessif. Et pour être terre à terre, ça veut dire qu'en réalité, un enfant albinos est né de parents qui portent, les deux parents obligatoirement portent la tare. Mais pour que ça se manifeste, il faut que les tares soient sur les deux chromosomes. Donc l'albinos, lui, il a les tares sur les deux chromosomes, donc ce qui fait que ça apparaît. Donc obligatoirement, ses parents également sont porteurs des tares, mais les parents, eux, ne présentent pas la maladie. Malheureusement, encore, il n'existe aucune forme de prise en charge ou d'assistance envers ces êtres fragiles. Entre autres solutions pour venir au secours de cette frange de la population, la création d'un cadre de regroupement dénommé Association nationale des albinos du Niger. Une ingénieuse idée, émanation d'une battante albinos, juriste de formation sans emploi. La création de l'association, ça s'inscrit dans un souci d'apporter vraiment un changement aux conditions de vie de la personne vivant avec l'albinisme. Parce que c'est vrai, au Niger, donc, nous n'avons pas tellement de problèmes comparé à certains pays où les personnes albinos sont persécutées. Elles font l'objet d'attaques meurtrières. Donc, au Niger, Dieu merci, nous jouissons d'une tolérance relative. Mais malgré tout cela, donc, il y a des difficultés. Aussitôt née, l'association s'attaque à ses objectifs. L'objectif général, c'est surtout promouvoir l'image et le bien-être de la personne vivant avec l'albinisme. Comme objectif spécifique, nous voulons vraiment procéder à la défense et à la promotion des droits humains. Donc la lutte contre la stigmatisation, l'exclusion et la discrimination. Et sur le plan santé, nous voulons intervenir à travers la protection de la peau et de la vision aussi. Sur le plan éducation, donc la mise en place d'un cadre de suivi afin de permettre à l'élève albinos d'accéder lui aussi à une scolarité normale. Et sur le plan intégration sociale, parce que
il y a beaucoup qui ne sont pas envoyés à l'école. Et même parmi ceux qui sont envoyés à l'école, donc la déficience visuelle fait en sorte qu'il y a un échec scolaire dans 90% des cas. Donc tous ces gens-là, comment les intégrer dans la société activement? Sur les traces de la présidente Kadidja, la brillante Moucharafa, 12 ans en classe de 6e, unique albinos d'une famille de 5 enfants, a d'énormes difficultés visuelles, conséquence de l'albinisme à même de compromettre sa scolarité. À l'école, je me suis assise sur la première table, mais il faut que je prenne la chaise de la maîtresse pour m'asseoir et je vais regarder le tableau. Ça veut dire que tu as des problèmes de vision? Oui, j'ai des problèmes de vision. Les élèves du primaire, ils vont courir quand ils me voient. 18 sur 20. Ici, c'est histoire géo. Elle a 11 sur 20. Là, c'est sciences naturelles. Elle a 16,50. C'est les premiers devoirs. Là, c'est les deuxièmes devoirs. Lecture, expression écrite. Elle a 16 sur 20. Sciences naturelles, là, elle a 11. Ici, EF, elle a 20 sur 20. Là, sciences naturelles, elle a 15,50 sur 20. Anglais, elle a 16,50. Ici, c'est mathématiques, deuxième devoir. Elle a 20 sur 20. Là, c'est lecture, elle a 14 sur 20. Avec tout ce handicap-là, je trouve que maintenant, pour moi, c'est vraiment un problème. Comment faire pour qu'elle puisse arriver, puisqu'elle a déjà manifesté qu'elle a la volonté et elle a une certaine capacité. Donc vraiment, c'est un véritable problème pour moi. Comment faire pour que le potentiel qu'elle a là, avec tout le handicap qu'elle a encore, c'est difficile. Si Foureira a perdu toute chance d'intégrer le tissu économique et que les chances sont minimes pour Ibrahim, il est encore temps de donner à la jeune Moucharafa toutes ses chances d'émerger dans cette société qui semble insensible. Le gouverneur de la région de Niamey a rencontré hier le nouveau bureau régional des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie qui vient d'être installé. Les échanges ont porté sur le secteur porteur Abou Moussa Atouman Issoufou Samaïla. C'est en présence de son staff au grand complet que le gouverneur de la région de Niamey a rencontré ces professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Une rencontre d'échange fructueux qui a un double objectif, présenter le nouveau bureau et exprimer quelques préoccupations qui entravent la bonne marche de leurs affaires. Niamey, faut-il le souligner, compte plus d'une quarantaine d'hôtels, des multitudes de bars et restaurants qui tentent tant bien que mal de satisfaire une clientèle devenue nombreuse et surtout exigeante quant à la qualité des services rendus. En dépit de ces efforts, ces professionnels du tourisme et de l'hôtellerie rencontrent des problèmes qui ont pour nom les concurrences déloyales avec la floraison de caves qui pullulent dans la capitale, les maisons de passe, les pauses café et le contrôle inopiné des forces de l'ordre. Tout ceci concourt à un manque à gagner énorme pour ce secteur formel au profit du secteur informel. Réagissant à toutes ces préoccupations, le gouverneur Hamidou Garba Mamadou a déclaré que nous sommes appelés à conjuguer nos efforts pour que ce secteur soit développé. Celui qui parle d'hôtellerie et de tourisme parle de l'image du pays. M. Hamidou Garba Mamadou a fait remarquer que lors des événements internationaux, l'on constate que la capacité d'accueil de ces hôtels est limitée. C'est pourquoi il les a invités à réfléchir pour créer une union pour réaliser quelque chose de grandiose, surtout que la ville de Niamey s'agrandit à grande vitesse. Il a également soumis quelques idées qui, une fois réalisées, feront le bonheur des populations. Message apparemment bien reçu des professionnels du tourisme qui ne demandent qu'à être soutenus. Écoutons cet professionnel qui est prêt à investir pour restaurer, par exemple, la pilule. Nous, on peut s'associer, on peut dire d'accord, on va prendre 500 millions, on va arranger pilule, comme vous l'avez dit. Mais d'accord, vous allez vous habiller, sapeurs-pompiers, police, tout, parce qu'il nous faut un drapeau qu'on va afficher. Si les gens peuvent baigner, c'est à nous de donner l'ordre. Si les gens ne peuvent pas baigner, pourquoi ne pas faire une piscine de 10 mètres sur 10?
hein, avec un veilleuse, un jeu d'eau, classe. Les gens n'ont plus besoin d'aller rentrer dans le fleuve. Hein? On va le faire lié à le fleuve. Les deux eaux ne vont pas se rentrer. Mais il y a un truc, quand vous êtes dans la piscine, vous croyez que vous êtes dans l'eau du fleuve. Hein? Un truc qui peut faire sortir l'image du Niger. Monsieur, il y a des gens qui sont capables. Mais l'entourage nous décourage. Si vous pouvez nous faire quelque chose, nous on peut vous dire, ici 2015, on peut se voir entre nous. Celui qui est capable, hein, moi, je vais taper votre pilule là. Lancement ce matin à Agadez d'une session de formation destinée aux agents de santé communautaire, d'hygiène et d'assainissement et ceux de l'informatique. La formation durera 6 mois. Moussa Efalay, Malik Abdraman. Prévue pour durer 6 mois, cette session de formation financée par l'ONG Herd Tamat est destinée à 95 jeunes, dont 75 de l'ONG Tamat et 20 de l'État. Les filières portent sur l'hygiène, assainissement, agents de santé communautaire et l'informatique. Au cours de la cérémonie de lancement, plusieurs interventions ont été enregistrées. Le directeur de la formation professionnelle, le directeur régional de la santé publique adjoint et le fondateur du CFDA ont mis l'accent sur l'importance de cette formation. Le secrétaire permanent de l'ONG Herd Tamat Salek Ibrahim s'est adressé aux bénéficiaires de cette formation en ces termes. Je les invite vraiment à être disponibles, à être persévérants pour ne pas décevoir les communes qui les ont envoyés. La formation va durer environ 6 mois pour les agents de santé communautaire et les agents d'hygiène et d'assainissement. C'est à la fois long, mais c'est en même temps très court, vu la densité des différentes matières à assimiler en théorie et vu la complexité des exercices pratiques qu'il faut faire en manipulant des êtres humains. Alhaji Akoumili Mohamed, fondateur du CFDA, se réjouit. La formation d'abord de 20 boursiers de l'État, donc octroyée par le ministère de la formation professionnelle. Je tiens en tout cas à féliciter le gouvernement de la 7e République pour cette initiative. Chapeau pour l'ONG Herd Tamat, pour les 75 boursiers qu'il vient en tout cas de nous envoyer ici ce matin. Et ces 75 sont répartis comme suit. Vous avez donc 30 agents de santé communautaire, dont 2 agents de santé, 2 agents par commune. Pour les 15 communes, ça fait donc les 30. Et vous avez un agent d'hygiène et assainissement par commune, ce qui fait 15. Donc pour l'ensemble de ces communes-là, on bénéficie en tout cas de 3 agents en santé et vous avez aussi 2 agents en informatique, ce qui fait un total de 5 élèves par commune, donc ils sont venus ici pour un total de 75. Et vraiment, cette initiative aussi de l'ONG Herd Tamat renforce la décentralisation et nous aide aussi en contrepartie par rapport au bon déroulement en tout cas de nos activités et appuie aussi l'État dans le cadre de la recherche en tout cas des ressources humaines qualifiantes. Donc sur ce vraiment, j'ai dit chapeau, le ministre des enseignements formation professionnelle, chapeau à l'ONG Herd Tamat pour cette confiance et féliciter aussi les récipiendaires à cette formation. Merci. Résorber le chômage des jeunes en leur offrant un minimum de qualification professionnelle, c'est l'un des objectifs cardinaux de l'ONG Herd Tamat, une organisation non gouvernementale qui mène, comme vous le constatez, un combat permanent en vue de la réinsertion sociale et économique de cette frange active de la population. Ouverture ce matin à Koni, région de Tawa, d'un atelier de formation et de sensibilisation sur les enjeux environnementaux, les mesures sécuritaires et les bonnes pratiques environnementales à l'intention des points focaux des directeurs départementaux de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage et du génie rural. C'est le préfet du département qui a présidé l'ouverture des travaux. D'autres précisions avec Fatih Bomo et Yazirabi. Organisé à l'intention des directeurs départementaux de l'environnement,
de l'agriculture, de l'élevage et du génie rural par le Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact BEI dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et Zender, PMERSA MTZ. Cet atelier de formation se fixe comme objectif principal d'informer et de sensibiliser les directeurs départementaux et les structures techniques d'encadrement de proximité sur les enjeux environnementaux, les mesures de sécurité et les bonnes pratiques environnementales. En prenant la parole les premiers, le maire de la commune urbaine de Birnin-Kwanni s'est dit très réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette formation d'une importance capitale. Il a saisi cette occasion pour souhaiter aux participants la chaleureuse bienvenue dans la cité légendaire de Kwanni, un agréable séjour et un bon retour dans leur famille. En procédant à l'ouverture de cet atelier, le préfet du département de Kwanni, Abbas Sarkin Abzin, a rappelé aux participants que des thèmes aussi importants tels que les cadres législatifs et réglementaires en matière d'évaluation environnementale au Niger, la politique de la Banque africaine de développement BAD, les outils d'évaluation environnementale du Niger, le contenu du plan de gestion environnementale et sociale PGS du PMERSA seront développés tout au long de cette formation. C'est pourquoi le préfet du département de Kwanni invite les participants à faire preuve d'attention et d'implication à ces modules, car cela y va de la réussite de la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans la mise en œuvre des activités du projet. Le préfet Abbas Sarkin Abzin n'a pas manqué de souligner que cette formation permettra aux acteurs concernés d'internaliser les techniques simples de prise en compte et d'intégrer les préoccupations environnementales et sociales des activités PMERSA. Ce qui cadre parfaitement, devait ajouter le préfet de Kwanni avec les plans de développement économique et social PDS 2012-2015 adoptés par le gouvernement et qui constituent l'instrument d'opérationnalisation. À Tesker, les éléments des forces de défense et de sécurité